Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, nous y sommes. Nous sommes ici à Châtenay-Malabry, au Creps. Vous savez, c'est un environnement qui se prête aux entraînements des sportifs. C'est d'ailleurs là que notamment la délégation ukrainienne va loger pour s'entraîner pour les Jeux Olympiques. On souhaitait passer par Paris et l'Île-de-France plus largement pour justement évoquer ce formidable événement qui va marquer certainement les esprits. Ce sera à partir de juillet 2024 et je suis accompagné pour ce numéro de mai des Clés de la Ville de mon ami Olivier Marin. Comment il va, Olivier? Il va très bien. Bonjour Sylvain. Et bonjour voilà, nous tous. y sommes. Ça y est, on y est. 35e ville. Donc très heureux au nom de Figaro Immobilier, de Figaro Immo Télé de poursuivre cette 4e saison des Clés de la Ville depuis le Creps, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Châtenay-Malabry, qui forme les sportifs de haut niveau, qui forment au métier du sport et de l'animation, qui accueille des stages de détection de jeunes talents et dont la région Île-de-France est représentée au sein du conseil d'administration. Alors en cette année olympique, vous le disiez Sylvain, on a vu large et plutôt que d'aller à Paris, c'était un peu la facilité, on va évoquer la métropole, on va évoquer la région Île-de-France, on va évoquer le Grand Paris et donc une émission exceptionnelle où l'on prend de la hauteur mais on garde nos fondamentaux, c'est-à-dire toujours le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves, on pose nos valises et on parle immobilier, on parle logement. On parle aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, et par extension la région, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Et on le verra encore aujourd'hui, à travers des reportages, des échanges et le témoignage en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et donc pour cette 7e étape de la saison 4, après Toulouse, après Orléans, après Lyon, après Limoges, après Laval, après Aix-en-Provence et après Montauban, nous sommes en région parisienne, donc à Châtenay-Malabry, à l'école du sport, reçu par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'avoir sur le plateau avec nous, c'est Alexandra Dublanche. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France et présidente de Choose Paris Région, qui est l'agence d'attractivité internationale de la région Île-de-France, un guichet pour les investisseurs, pour les visiteurs, les producteurs, les talents du monde entier, avec en toile de fond donc cet extraordinaire écrin et pour l'attractivité, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'occasion de parler avec vous des projets urbains, de développement durable, mais aussi de tous les enjeux en matière d'innovation. On va retrouver bien sûr nos partenaires, donc chaque mois un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître Ludovic Froment, porte-parole des notaires du Grand Paris. On fera avec vous mettre un tour d'horizon sur l'évolution des prix et des ventes à Paris et en Île-de-France. Il délivrera aussi de bons conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, nous recevrons Élodie Benoît, directrice ville et projet pour le groupe Nexity. L'occasion de prendre le pouls du marché, d'évoquer l'activité du neuf en Île-de-France et puis surtout, à l'échelle de la région, parler du village des athlètes dont Nexity a pris part avec le permis à double état, la réversibilité, les innovations techniques véritablement inspirantes. Enfin, la séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour aborder la rénovation énergétique. C'est Pierre Maillard, PDG d'Elio, qui sera à nos côtés. Il va nous donner l'état des logements côté performance énergétique en région parisienne et des conseils pratiques pour bien rénover. Il y a beaucoup de nouveautés cette année pour MaPrimeRénov', les simplifications, le retour des éco-gestes. Nous parlerons de tout cela. Voilà pour ce programme complet. On a un très très beau programme. Merci Alexandra Dublanche d'être passée sur notre plateau. On tenait absolument à vous avoir, puisqu'effectivement, dépend de vous, Choose Paris, qui est une formidable initiative. Paris Région. Voilà, qui a pour but de valoriser toute la région francilienne, en France, mais aussi à l'international. Donc merci d'être avec nous. On vous avait vu et on vous a croisé au MIPIM. On vous a concocté un bon programme. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de découvrir votre ville, découvrir cette région sous un angle différent, peut-être plus poétique, voire bucolique, pourquoi pas. Tout de suite, c'est l'édito et le reportage.
Bonjour à tous, et oui, ça y est, nous voilà à Paris pour cette 37e étape des Clés de la Ville dans un cadre magnifique. C'était le début de notre série Les Clés de la Ville, et l'occasion des Jeux Olympiques, c'était un prétexte pour revenir, un événement planétaire, un événement qui va mettre en valeur Paris, sa région. Et moi je vous propose maintenant de venir à mes côtés faire un tour bucolique de la ville de Paris et de la proche région Île-de-France. C'est ici sur la rive gauche, entre le Panthéon et l'île de la Cité, que tout a commencé. L'histoire de Paris, elle est très ancienne, elle est même millénaire. Il faut savoir que Paris, au départ, ne s'appelle pas Paris, elle s'appelle Lutèce. À cette époque-là, on est plutôt dans l'Antiquité. Là, on est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La ville commence un petit peu à se développer. Il va y avoir un forum, c'est-à-dire la place publique où on va retrouver des temples religieux ou alors des temples pour la vie politique. À peu près vers l'époque de Jules César, donc au 1er siècle avant notre ère, il va y avoir le développement de la ville. Donc il va y avoir des axes qui existent encore aujourd'hui, qui sont notamment la rue Saint-Jacques, rive gauche, et ensuite qui va se prolonger rive droite et qui va être la rue Saint-Martin. Le cœur initial de Paris, c'est surtout rive gauche. Et il va y avoir également l'île de la Cité qui va se développer déjà à l'époque. On va retrouver un temple exactement au même endroit où il y a aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Trocadéro, Pont Alexandre III, Paris, ça se visite. Comment ne pas mentionner les incontournables tels que le Louvre, qui est bien plus qu'un musée, mais un symbole d'architecture et de réussite culturelle, ou encore la gare de Lyon, l'une des 9 gares qui relient Paris au reste de la France. Paris, c'est une ville non seulement riche en monuments célèbres, mais c'est aussi une capitale à part entière. Une capitale qui a du caractère et des arrondissements bien organisés. Son patrimoine, sa culture et son histoire en font l'une des plus belles villes du monde. Et quand je mentionne l'architecture parisienne, je pense forcément au style haussmannien. Ce style qui a été créé suite à une série de modernisations par le préfet Georges-Eugène Haussmann entre 1853 et 1870 sur demande de l'empereur Napoléon III. Des immeubles en pierre de taille de 6 à 7 étages dotés de balcons filants construits le long de larges avenues rectilignes, créant ainsi le paysage architectural emblématique que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que Napoléon III a été d'abord exilé à Londres et il a été le témoin d'une ville qui est très moderne. Donc il a vraiment un grand projet pour Paris, il a besoin d'un homme de poigne. Cet homme de poigne, ça va être le baron Haussmann. Déjà la ville elle est trop petite, donc la première chose qu'on va faire c'est aérer la ville et annexer les villages qui sont limitrophes. Et c'est à cette époque-là qu'on commence à démonter le mur des fermiers généraux. Lorsque les villages limitrophes sont annexés en 1860, Paris a tout loisir de s'étendre jusqu'à cette nouvelle limite qui est l'enceinte de Thiers. Enceinte de Thiers qui va être ouverte avec des portes. Porte de Clichy, porte de la Chapelle, porte Dauphine. Il va y avoir également des aménagements. Les premiers aménagements, ça va être de moderniser la ville et notamment d'y aménager des percées, les fameuses percées haussmanniennes qui permettent de faire circuler les gens, faire circuler les marchandises. Et ces avenues vont être très larges. On va détruire entre 20 000 et 30 000 immeubles qui dataient déjà de plusieurs centaines d'années. Et on va les remplacer par entre 30 000 et 40 000 immeubles haussmanniens qui constituent aujourd'hui 60% du bâti parisien. Sous Haussmann, on veut de l'harmonie dans ce bâti, ce nouveau bâti. Donc les immeubles haussmanniens, il va y avoir un cahier des charges qui va être très strict, mais également un mobilier urbain qui est quasiment le même partout dans Paris. Les places à Paris sont essentielles. Elles permettent, autrefois comme aujourd'hui, de rassembler le peuple. Place de la Bastille, place de la Concorde, place Vendôme ou place de la République, là où nous nous trouvons actuellement. Ces places sont reliées par de grands axes tels que les Champs-Élysées pour le plus connu. Ils sont appelés avenues, boulevards, rues et relient des quartiers entiers. Et nous sommes ici sur les grands boulevards qui relient la place de la République au quartier de l'Opéra. Ces avenues, elles sont rectilignes et avec des perpendiculaires qui sont assez espacés. De part et d'autre de chaque avenue, de chaque percée haussmannienne, il y aura un monument célèbre pour se repérer dans Paris. Mais juste avant ça, nous allons faire une halte culturelle. Et maintenant, nous suivons Franck Vernin, le guide du Grand Rex Paris, pour cette visite unique.
Bienvenue au Grand Rex, je vous invite à me suivre pour découvrir notre grande salle atmosphérique. Voilà, donc on est dans la grande salle d'inspiration baroque. Vous êtes vraiment dans un bassin méditerranéen, vous êtes entouré par des villas mauresques, statues gréco-romaines, palmiers, cyprès. Vous êtes vraiment plongé dans une nuit méditerranéenne. Jacques Haïk, qui était le père fondateur du Grand Rex, était d'origine tunisienne, donc ce monsieur voulait une salle qui lui rappelle le pays où il a vécu son enfance. La salle a une capacité de 2702 places, très grosse capacité pour une salle de cinéma, la plus grosse actuellement au monde. Alors le Grand Rex, à l'époque on l'appelait Rex, il est né le 8 décembre 32 et il est né à l'initiative d'un monsieur qui s'appelait Jacques Haïk, qui était un très gros producteur-distributeur. Et c'était à l'époque des ciné-palaces, ces grandes salles de plusieurs milliers de places, c'était l'avènement plus du cinéma parlant, parce que c'est une salle atmosphérique, ce type de salle est né au début des années 20 aux États-Unis. Et donc Jacques Haïk va faire appel à l'architecte, à l'ingénieur qui a créé ce type de salle qui s'appelle John Eberson. Et en 1939, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Hellman, qui n'est pas du tout dans le cinéma, qui est patron en régie presse, qui va récupérer le Rex et qui va tenter l'aventure. Mais monsieur Jean Hellman n'est autre que le grand-père de l'actuel propriétaire qui s'appelle Alexandre Hellman. Mais la difficulté, c'est que la Seconde Guerre mondiale arrive quand monsieur Hellman achète le Rex, et donc en 1940, il est réquisitionné par les soldats allemands. Donc pendant 4 ans ici, ça va être des soldats allemands qui vont garnir cette salle avec des films de propagande nazis jusqu'à la libération de Paris. Et le cinéma revient après-guerre avec tous les films américains qui ont été interdits pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça va être salle comble. Et depuis 1954, tous les ans, on a une féerie de jets d'eau, un spectacle avec 800 jets d'eau qui culmine à 10-15 mètres de haut. Et c'est vraiment génial. Pourquoi ? Parce que ça vous ramène à l'ère de ciné-spectacle. Qu'en 88, on a fait installer l'écran en grand large, cet écran immense qui se déroule du ciel étoilé, spécialement pour le Grand Bleu de Luc Besson. Et c'est aussi dans les années 80 qu'il y a un changement aussi, les concerts. On a eu des très grands noms de la scène, Bob Dylan, Madonna, Lenny Kravitz, Indochine, Ray Charles. Donc à l'heure actuelle, maintenant, le Grand Rex, c'est 6 petites salles, donc ont été rajoutées dans les années 70 et 80. Et la grande salle, il n'y a pas que du cinéma, donc il y a des spectacles, il y a des conférences, il y a des masterclass. Donc c'est vraiment un lieu au niveau culturel qui est très important. Et en plus, on a cette particularité d'être la dernière plus grande salle au monde à avoir une activité cinématographique. Après la plus grande salle de cinéma au monde, découvrez l'une des plus belles acoustiques avec un bâtiment signé Jean Nouvel. On parle bien évidemment de la Philharmonie. La Philharmonie de Paris, c'est le plus grand complexe au monde dédié à la musique. La Philharmonie est née en 2015, en janvier 2015. C'est une histoire qui commence il y a à peu près 50 ans d'un très grand compositeur, un très grand penseur qui s'appelle Pierre Boulez, qui a été matérialisé par Laurent Bell avec cette architecture de Jean Nouvel, avec 4 salles de concert, avec un musée, des expositions temporaires, une philharmonie des enfants, des espaces éducatifs. L'emplacement de la Philharmonie, il est situé en bordure de ce qu'on appelle le Paris Intramuros, avec un point de connexion très clair avec le périphérique. Donc c'est un environnement qui est particulier, que Jean Nouvel a traité avec la métaphore des oiseaux. Cette teinte profondément urbaine, je pense que la force de ce lieu, quand on est sur le périphérique, quand on vient de la porte de Pantin, que ce soit du tramway ou du métro, on voit ce grand bâtiment de loin, mais qui vous donne toujours l'impression d'être fondu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrogance dans le geste architectural, et puis toujours en résonance de manière très intelligente avec, c'est tout bête, mais avec le temps, avec le ciel, avec les nuages. La grande réussite de la Philharmonie, là où on est, dans la grande salle Pierre Boulez, c'est qu'en fait, l'acoustique est sûrement une des 5 meilleures au monde. Pour l'acoustique pure, c'est-à-dire pas amplifiée, mais qu'on peut accueillir toutes les autres formes de concert. Alors en gros, vous avez 2400 places, on peut monter à 3500 quand vous avez derrière moi ce qu'on appelle le parterre, où les sièges se retournent dans le sol et vous avez un espace à plat. Donc c'est la versatilité, c'est une acoustique naturelle qui est parfaite. Le dernier siège qui est au deuxième balcon, il est à seulement 32 mètres du podium du chef d'orchestre. Les gens, tous les artistes qui viennent ici sont vraiment impressionnés parce que c'est à la fois grand et intime.
Ce motif des oiseaux, de l'envol, qui est aussi le nom du restaurant qui a ouvert au 6e étage. Alors le restaurant a ouvert le 22 janvier 2024. Donc on travaille sur 2 exercices, la restauration évidemment, mais aussi le lounge, donc avec une carte de cocktail. Alors donc on est sur une cuisine très moderne, éco-responsable déjà, c'est important de le dire, avec une jeune chef extrêmement talentueuse, qui s'appelle Sarah Ledu, et on a surtout une magnifique terrasse avec vue panoramique sur tout Paris où on peut contempler un morceau de chaque monument français. Donc pourquoi la Philharmonie? Puisque le groupe SSP avait pour objectif de créer des restaurants premium dans les lieux culturels français. Et d'ailleurs, c'est une belle corrélation que l'art de la musique et celui de la gastronomie, puisqu'on a toujours cet effet de continuité métronomique. Dans les concerts, il est clair que vous pouvez avoir, dans le cas d'une semaine, un concert de heavy metal, un concert de jazz, un concert d'un très grand orchestre symphonique, un concert de l'Orchestre de Paris. Les grands projets, c'est de continuer cette diversité avec un grand D. C'est-à-dire que vous n'avez pas de public qui se croise ou qui se renouvelle si vous proposez tout le temps la même chose. Et je crois que c'est la force de la vision de ce lieu-là, c'est de dire c'est toutes les musiques. Il n'y a personne qui est mis sur le carreau. Force, c'est que c'est pas une incroyable seulement acoustique naturelle, c'est qu'en fait, on peut tout faire. Et ça, je pense que pour les Parisiens, c'est pas que ça n'a pas de prix, mais je peux vous assurer que tous les jours, on se rend compte de l'immense chance qu'on a d'avoir cette grande salle, Pierre Boulez, et cette Philharmonie ici, à Paris. Restons dans le domaine de l'architecture, nombreux sont les monuments religieux parisiens. La cathédrale Notre-Dame de Paris, véritable emblème de la ville, mais aussi l'église de la Madeleine, la basilique cathédrale Saint-Denis, la grande mosquée. Et parce que c'est ça aussi Paris, des quartiers façonnés par des monuments. Et ici, chaque quartier, chaque arrondissement devient un vrai village. Des résidentiels familiaux au quartier populaire, les 20 arrondissements parisiens sont un exemple vivant de la mixité et du partage si précieux en France. Cela fait partie de la culture et de l'expression de la ville, car l'art est ouvert à tous et Paris est une ville d'art. Montmartre, La Villette, Vaugirard, Passy, Auteuil. Tout ça, c'était des villages qui deviennent aujourd'hui des quartiers. Et ces quartiers-là sont annexés en 1860. D'ailleurs, petite anecdote, si aujourd'hui les arrondissements sont numérotés en escargot, c'est par rapport au 16e arrondissement. Il faut savoir que lorsque Paris comptait 12 arrondissements, si on vivait en concubinage, c'est-à-dire qu'on n'était pas marié, qu'on vivait sous le même toit et qu'on avait des enfants, il y avait une expression qui disait « on s'est marié à la mairie du 13e arrondissement ». Donc le 13e arrondissement imaginaire serait l'arrondissement du péché. Et lorsque Paris passe de 12 à 20 arrondissements, si on reprenait l'ordre de numérotation de l'époque, ça aurait fait que le 13e arrondissement se trouverait dans l'actuel 16e arrondissement. Donc c'était hors de question pour les habitants riches de ces arrondissements d'habiter dans le 13e. Si nous connaissons l'histoire et l'art grâce au Louvre ou au musée d'Orsay, elle se perpétue avec des lieux symboliques comme la Fondation Louis Vuitton, mais surtout grâce au Palais de Tokyo, un symbole unique de l'art moderne et contemporain. Nous avons rencontré Mathieu Boncourt, directeur de la communication et de la RSE au Palais de Tokyo, qui nous parle de ce lieu accueillant de la culture moderne. Tout démarre avec une exposition universelle, comme souvent à Paris, où il est décidé de construire en 1937 un grand ensemble architectural dans lequel nous nous trouvons actuellement. Ce bâtiment a une histoire singulière, puisque après son inauguration en 1937 et après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, finalement il va être progressivement décidé que les réserves du Musée national d'art moderne, situé dans l'actuel bâtiment du Palais de Tokyo, seraient transférées au Centre Pompidou. Et c'est seulement en 2002 qu'il devient un centre d'art contemporain, qu'il devient le Palais de Tokyo tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou quasiment. Au départ, c'est une association qui n'exploite que le rez-de-chaussée du bâtiment. Et puis en 2010, vont être décidées une campagne de rénovation de l'ensemble du bâtiment pour qu'en 2012, le bâtiment réouvre à nouveau avec cette fois-ci l'ensemble de ces espaces, ces 22 000 m² qui en font le plus grand centre d'art contemporain en Europe. On y trouve 2 restaurants, une boîte de nuit, une cafétéria, une librairie, sans oublier évidemment ces espaces extérieurs remarquables. Le
rôle d'un centre d'art contemporain, c'est d'organiser des expositions temporaires et de soutenir la création contemporaine sous toutes ses formes. C'est d'accompagner le regard du grand public sur l'art contemporain qui, on le sait, parfois peut être surprenant, difficile à comprendre puisqu'on n'a pas de recul historique. Nous permettons à de jeunes artistes émergents de produire leurs œuvres et de venir les montrer ici. Et quand on dit soutenir la création contemporaine, évidemment, en plus des artistes contemporains et contemporaines, notre rôle c'est aussi de s'intéresser à tous les domaines de la création dont la mode fait partie avec, on le sait, un écosystème très riche en France. Le Palais de Tokyo est aujourd'hui le premier lieu d'accueil de la Fashion Week à Paris en termes de nombre d'événements grâce à un partenariat très fort et déjà ancien avec la Fédération de la haute couture et de la mode. Qu'est-ce que ça veut dire être un musée d'art contemporain? Ça veut dire d'être ancré dans le présent avec tout ce qu'il pose comme question. Et donc ici, on va pouvoir parler des grandes questions qui agitent notre monde actuel, des questions de transition écologique, des questions d'égalité entre les femmes et les hommes, des questions de rapport géopolitique par exemple. Toutes ces questions-là, elles nous sont amenées par les artistes parce qu'ils sont comme nous toutes et tous, ils sont tous préoccupés par la situation mondiale et ils vont venir le montrer ici. Donc notre rôle aussi, c'est de se faire l'écho de ces préoccupations d'artistes. Je pense que c'est pour cette raison que tout le monde va au musée ou dans les centres d'art. C'est justement ce plaisir de la rencontre avec une œuvre d'art, d'être touché, d'être transformé et de penser, d'avoir de nouveaux imaginaires. Nous sommes ici dans le Jardin des Tuileries, un lieu construit sous l'impulsion de la reine Catherine de Médicis. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de membres de la cour évidemment, ils ont été remplacés par des flâneurs, pique-niqueurs et aussi des joggeurs. C'est un lieu très important de la vie sociale, sportive et culturelle. On pourrait mentionner le Marathon de Paris qui passe non loin d'ici et qui a recensé jusqu'à 50 000 coureurs, un excellent moyen de préparer le Summer Body. Paris est une ville de sport, avec le Paris Saint-Germain, club majeur en Europe actuellement, 2 clubs stars du rugby parisien, le Stade français et le Racing, mais surtout, en 2024, Paris accueille les Jeux Olympiques. 100 ans après les Jeux de 1924, Paris et sa région accueillent les Jeux Olympiques. À cette occasion, de nombreuses infrastructures y ont vu le jour, comme l'Adidas Arena Porte de la Chapelle, le centre aquatique de Saint-Denis ou encore le village olympique. Des infrastructures sportives mais aussi de transport, comme la fameuse ligne 14 rebaptisée ligne olympique qui doit être prolongée à ses 2 extrémités afin de relier Orly au sud et le village olympique au nord, ou comme le nouvel aménagement de la porte Maillot. Les Jeux Olympiques, ce sont des infrastructures sportives, évidemment, mais aussi des infrastructures de transport, à l'image de ce RER-E devant lequel nous sommes sur la porte Maillot. Une gare et une ouverture au grand public très attendue en mai 2024, à quelques semaines seulement de l'événement. Paris et sa région, c'est aussi une attractivité économique symbolisée par ce quartier d'affaires, La Défense, premier quartier d'affaires en Europe. Pour la dernière séquence de ce reportage, nous sommes sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Nous avons découvert ensemble la capitale. Je vous propose maintenant de découvrir l'Île-de-France et ses nombreux secrets. Sylvain Olivier, c'est à vous et quant à moi, je vous souhaite une très belle émission. Voilà un très très beau reportage. Notre Grégoire Darico national est d'ailleurs dans le public. Merci Grégoire, je pense que là tu t'es carrément éclaté. Hein. Et un merci également à Alexandre Burkhardt, notre réalisateur qui n'est pas présent parmi nous et qui nous a fait de très très belles images. Alexandra Dublanche, on vous a concocté ce reportage, votre ressenti. On comprend pourquoi on est la première région touristique mondiale. Avec ces images incroyables. Je pense que je vais vous embaucher aussi chez Choose Paris Region. Je pense, ça tombe bien, je suis disponible. Non, et puis voilà, on montre à la fois l'héritage, l'histoire et puis la modernité avec des bâtiments plus récents. Et puis c'est ce que vont incarner aussi les Jeux Olympiques avec des épreuves qui vont avoir lieu dans des lieux historiques devant le château de Versailles, Champ de Mars, etc. Et puis des nouveaux équipements qui, je le rappelle, bénéficieront
aux Franciliens pour des décennies et des décennies à venir. Donc c'est cette diversité. C'est vrai que malgré parfois des relents un peu que je qualifierais un petit peu réactionnaires, bashing autour des JO, géobashing, ouais. des géobashing. Donc ouais, voilà, on a aussi une façon de voir les choses différemment. C'est une formidable opportunité de voir comment cette ville a évolué, comment cette région a évolué avec ses interconnexions. Je trouve que les travaux qui ont été menés par Porte-Maillot sont absolument exemplaires. C'est remarquable. Ça a été pas facile pour la circulation, ça n'a pas été facile pour les nuisances sonores, certes, mais pour bâtir une ville, il faut avoir cette vision-là. C'est la vision qu'avait le baron Haussmann. Entre 1853 et 1870, en 17 ans, c'est 30 000 immeubles qui ont été abattus. Et c'est un nouvel urbanisme qui, aujourd'hui, continue de perdurer, de l'air, de l'espace et du verre, donc de la perspective. Et ça, c'est un sujet. Ces dernières années, Alexandra Dumlanche, l'attractivité de la région Île-de-France a été considérablement renforcée, on peut le dire, grâce à de nombreux événements sportifs. Alors bien évidemment, on cite les Jeux Olympiques, mais il y a eu la Coupe du Monde de rugby, les tournois internationaux qui se trouvent renforcés comme Roland-Garros, le Rolex Master. À venir, il y a aussi un renforcement de l'attractivité économique. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, Paris a encore gagné, la région a encore gagné sa première place des investisseurs en Europe, je crois même peut-être même sur la planète. Une zone d'investissement qui fait venir les personnes, fait venir les investisseurs, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas un coffre-fort, Paris, ce n'est pas une région dans laquelle on conserve sa fortune, mais on investit avec de l'emploi, de la créativité et beaucoup, beaucoup d'émulation. C'est une stratégie ambitieuse qui a été menée par vous, Choose Paris, à région, dont vous êtes la présidente. Est-ce que, si on devait, Alexandra, je sais que ce n'est pas un exercice facile, décrire un peu l'action de Choose Paris dans ses angles, quand on voit la façon dont vous avez pris en main avec vos équipes le destin de Choose Paris, on ne peut que saluer les effets remarquables, preuve par l'exemple, puisqu'avec les zones d'investissement prioritaires qui ont été choisies par des gros investisseurs étrangers. Alors déjà, je voudrais dire que c'est un travail collectif. Choose Paris Région, attention, n'oublions pas Région. Choose Paris Région, donc c'est une agence qui rassemble des acteurs publics, principalement la région Île-de-France, mais également la métropole, la ville de Paris et tout un tas de communes et de territoires d'Île-de-France, des partenaires privés, des grandes entreprises, des plus petites également, pour promouvoir effectivement l'attractivité de cette région à l'international vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des touristes, puisqu'on a maintenant fusionné deux agences, des touristes, et aussi des lieux de tournage. Et tout ça contribue à l'attractivité d'un territoire. Et effectivement, on a d'excellents résultats. Déjà, l'agence, pour la deuxième année consécutive, a été désignée première agence d'attractivité européenne en termes de résultats. Puis on l'a vu hier encore avec Choose France, où une bonne partie des investissements annoncés, je crois près de 20, sont en Île-de-France sur des thématiques d'avenir comme l'intelligence artificielle, le quantique, la santé, des investissements aussi français, pas que d'investisseurs étrangers. D'ailleurs, Sanofi a aussi annoncé hier 1 milliard d'euros sur son site de Vitry. Donc il y a beaucoup d'investissements dans cette région. Et dans cette année olympique, c'est pour nous une opportunité supplémentaire de renforcer cette attractivité. Vous l'avez dit, il ne faut pas s'asseoir sur nos atouts, ça serait tellement facile. Il faut sans cesse aller chercher à la fois les investissements pour créer de l'emploi, de la croissance sur les territoires, et également les touristes qui veulent revoir et toujours revoir Paris et tout ce qu'on vient de voir sur le reportage, mais qui veulent aussi découvrir d'autres aspects de la région. On oublie la région Île-de-France, elle est à 75% agricole, rurale ou forestière. Quand les Américains, qui sont les premiers touristes en Île-de-France, reviennent, ils veulent voir les classiques, mais également d'autres choses. Bien sûr. Et donc, c'est ce à quoi on travaille. Et la région Île-de-France, c'est bien aussi quand les étrangers en parlent. C'est bien, c'est important aussi d'avoir ce recul et de voir justement ce dont ils parlent par rapport à la région Île-de-France et la reconnaissance. Alors, on l'a vu, il y a une publication internationale, c'est le Financial Times, qui a désigné comme la région européenne du futur 2024, la région Île-de-France. C'est la deuxième année de suite, avec notamment une première place pour la meilleure stratégie d'attractivité en Europe. La région Île-de-France qui est citée en tant que région donc attractive selon aussi une autre publication qui est Global Cities. Il y a des distinctions, mais ce qui est important, c'est les actes. Parce qu'il y a des promesses, mais il faut aussi voir derrière ce qui se passe. Pour que l'on se rende compte, typiquement en termes d'emploi, qu'est-ce que ça représente concrètement ? Alors, par exemple, sur l'année passée, c'est à peu près ce qui fait qu'on est première région d'attractivité en Union européenne.
donc devant Londres, hors Londres, je veux dire. On a à peu près 400 investissements étrangers qui se sont déroulés là sur le territoire et qui créent plus de 30 000 emplois sur le territoire. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est pas une compétition, ça crée de l'emploi pour les franciliens sur nos territoires. Et c'est pour ça, bien sûr, on aide nos entreprises franciliennes à se développer, mais c'est pour ça aussi qu'on attire les investissements étrangers. J'entends parfois, même hier encore, sur Chose France, quelques polémiques. Non, tout ça se renforce, on renforce des écosystèmes. Quand on voit qu'il y a énormément d'investissements sur encore une fois, des technologies d'avenir, je trouve ça que c'est extrêmement bon signe. Ça montre que la France, même si on a toujours encore des efforts à poursuivre et qu'il y a des pays qui nous amène une forte concurrence. Je pense à l'Inde, par exemple, sur l'intelligence artificielle. On est quand même, on est dans le game, et donc, mais il faut sans cesse poursuivre les efforts. Et nous, c'est quoi le rôle d'une collectivité? C'est de soutenir les entreprises, de soutenir des projets, d'accompagner aussi des projets d'implantation sur le territoire pour renforcer les écosystèmes, par exemple sur la santé, sur le quantique, les deep tech, enfin voilà, et puis aussi quand même sur des industries aussi plus traditionnelles, par exemple, je pense à l'automobile, aux mobilités décarbonées, et il y a eu des belles annonces hier là-dessus aussi. Alors, bien évidemment, on n'élude aucune question, même si on a un parti pris éditorial avec Olivier qui est toujours très constructif, et c'est la raison pour laquelle on est très fan en ce qui nous concerne des villes de France et des maires. On considère avec Olivier que les élus locaux sont en première ligne avec les Français. Pour nous, c'est important de mettre la lumière pour eux. Alors, 100 ans à peu près, les Jeux Olympiques en 1924, on va recevoir toute la planète olympique. C'est tout un symbole qui est en train de bouger, bien évidemment, avec... aucun pays n'a échappé aux critiques aussi internes. Mais on voit bien qu'il y a quand même des difficultés qui sont liées, par exemple, au transport, qui sont liées aux structures scolaires. Est-ce qu'il n'y a pas, Alexandra, l'occasion, peut-être, à l'aune de ces Jeux Olympiques, la possibilité de revoir la copie de l'investissement, de voir comment on peut, peut-être, à partir de cet événement, prendre conscience, peut-être, parfois des lacunes, des manques, et de réorganiser. Je vais prendre un exemple. Sur les institutions qui aujourd'hui vont vers ce grand Paris dont on rêve tous, dont on a souvent l'impression de l'extérieur, d'un millefeuille parfois administratif, de différentes institutions entre la métropole du Grand Paris, entre le conseil régional, entre les différents acteurs, dont on n'a pas toujours, lorsqu'on est à l'extérieur, l'idée d'une simplicité. Je ne dirais pas le contraire. Je veux dire les choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas là l'opportunité, de votre point de vue, d'essayer de se dire, là, on a peut-être l'opportunité, tous ensemble, de se fédérer, peut-être pas de s'unir, voire peut-être de fusionner, et de se dire qu'on va encore y arriver à ce grand Paris dont on est encore un tout petit peu loin quand même. Moi, j'ai envie de voir le chemin parcouru. Vous parlez des Jeux Olympiques. Enfin, c'est absolument incroyable tout ce qui a été obtenu aussi grâce aux Jeux Olympiques, des accélérations. Vous montriez dans le reportage l'extension de la ligne 14 jusqu'à Orly. On aurait peut-être pu attendre encore quelques années s'il n'y avait pas eu peut-être les Jeux Olympiques. Donc, il y a beaucoup de projets qui se sont accélérés. Le Grand Paris Express, pourquoi c'est formidable? C'est parce que ça va connecter notamment les banlieues entre elles, créer de l'activité économique sur les territoires, créer de nouveaux quartiers, on en parlera tout à l'heure, je crois, avec vos partenaires. La Seine-Saint-Denis, j'étais à l'instant avec le président du département de Seine-Saint-Denis, qui bénéficie à 75% des investissements de Paris 2024, va se transformer là aussi. Et tout cela, c'est bénéfique avant tout pour les habitants d'Île-de-France. Ce n'est pas uniquement, bien sûr, pour les Jeux Olympiques. Les transports, le Grand Paris Express, 70 nouvelles gares qui vont émerger, 200 km de lignes, on double le métro parisien quand même. Les pistes cyclables, toutes les infrastructures sportives, je reviens à la Seine-Saint-Denis, les piscines, il y avait un manque flagrant de piscines pour les jeunes habitants de Seine-Saint-Denis. Il y a, là aussi, toutes les semaines, on est en train d'inaugurer des nouvelles piscines qui vont déjà ouvrir pour les habitants avant d'ouvrir pour les athlètes. Donc tout ça, faut l'avoir en tête. Et puis moi, avec toute l'équipe de Choose Paris Region et nos partenaires, on travaille beaucoup sur l'héritage immatériel en termes d'image d'attractivité. On a déjà identifié une centaine de projets d'investissement internationaux directement liés aux Jeux Olympiques.
Je pense à On Location qui gère ce qu'on appelle les hospitalités des Jeux Olympiques, donc des événements pour les entreprises autour des Jeux, qui va rester à Paris pour gérer d'autres événements sportifs qui arrivent. Volocopter avec, on appelle ça les taxis volants, mais les eVTOL qui vont avoir une première mondiale lors des Jeux Olympiques. Enfin, il y a déjà beaucoup d'investissements qui sont faits grâce aux Jeux, et donc prolonge-les ça aussi en termes touristiques, en ayant toujours en tête, ça c'est notre obsession avec Valérie Pécresse sur l'égalité des territoires, que ça bénéficie à tous les territoires d'Île-de-France. Avec l'Île-de-France qui devient en fait une sorte de porte d'entrée en tout cas pour l'Europe. Prouesse technologique, vous l'évoquiez pour les Jeux Olympiques, véritablement accélérateur d'un nouvel urbanisme. D'ailleurs, ça va donner aussi des idées à certains acteurs de la promotion immobilière, de la fabrique de la ville, transformer les bâtiments existants, ça aussi, toute la phase héritage, on verra, redonner ensuite aux habitants des villages qui ont été érigés au départ pour les athlètes et les compétitions sportives. Mobilité donc dans le Grand Paris Express, vous l'évoquiez, doublement du réseau, les lignes 15, 16, 17 et 18 qui seront créées dans les prochaines années. Ça fait 708 nouvelles rames de train et de RER, neuves ou rénovées, donc 100% de bus propres dans les zones denses en 2025, des taxis à hydrogène, il y a beaucoup de choses, et vous l'évoquez, c'est assez intéressant, c'est Dassault Systèmes derrière sur ces taxis volants qui seront justement démontrés, que l'on verra à l'occasion des Jeux Olympiques. Toutes ces innovations sont des enjeux considérables. Oui, et puis pour nous, c'est très important parce qu'on se rend compte quand on parle à des pays étrangers qui sont un peu cibles, notamment on cible des pays post-Brexit qui ont un lien historique avec le Royaume-Uni et qui sont obligés de s'interroger sur une implantation en Union européenne. Et donc, grâce au travail qu'on a fourni ces dernières années, on est la première région de relocalisation d'emplois post-Brexit, notamment financiers. Mais c'est important de montrer à certains pays, par exemple, on s'est rendu avec la présidente en Australie, ces pays-là, qu'on n'est pas seulement culture et patrimoine, même si on en est extrêmement fiers, mais qu'on est aussi une région d'innovation, de technologie, d'industrie. Et donc ça va être l'occasion de le montrer lors des Jeux Olympiques, à la fois par les entreprises franciliennes qui ont participé aux ouvrages. Elles sont largement majoritaires, donc on va avoir des gradins, en plus avec des performances énergétiques impressionnantes, les gradins, les podiums, effectivement les ouvrages de village olympique, etc., des capteurs d'air, de pollution d'air intérieur, enfin ça c'est des entreprises franciliennes, mais également des premières mondiales. On parlait des taxis volants qui peuvent paraître anecdotiques, mais un des premiers usages, c'est quand même la santé. Ah non, mais ça ne l'est pas. Hein, avec l'AP-HP, ça peut permettre de sauver des vies, mais il y aura des expérimentations, c'est ce qu'on va faire. Ou effectivement, les taxis à hydrogène, il y aura une flotte de 1000 taxis à hydrogène qui va être déployée, la plus grande à ce stade au monde, lors des Jeux Olympiques. Et donc, se servir des Jeux pour montrer toutes ces forces qui sont peut-être moins connues de certains pays, et donc donner à voir aux 15 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs. Alors, que ça donne en fait envie et que ça ne s'arrête pas. Et que ça soit un héritage. Alors, la question, à long terme, bien sûr. La question, effectivement, mérite d'être posée. Est-ce que finalement les JO ont été le catalyseur, ont eu cette faculté d'accélération? Parce qu'effectivement, le fait d'endosser les JO nous a oblige la France à avoir une tenue vis-à-vis de l'extérieur la meilleure possible. Pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? Est-ce que ça a été un catalyseur? Ça a été un accélérateur. Ouais. Ça a donné plus de moyens, ça a mobilisé. Clairement, ça a donné... Je vois juste la région a investi 240 millions d'euros dans les infrastructures, c'est énorme. Oui, sans compter les transports. Oui. Donc là, on parle d'infrastructures sportives, on parle des centres d'entraînement, on parle des grands ouvrages comme le centre aquatique olympique. Il a quand même fallu les Jeux Olympiques pour que ça s'accélère un peu, quoi. Pour accélérer. Après... c'est aussi nous qui nous en sommes saisis. J'ai envie de dire, encore une fois, on peut rester tranquillement, attendre, les JO sont là, c'est formidable, on va accueillir tous ces spectateurs et rester sur nos acquis, ou bien on peut se saisir d'une opportunité pareille pour accélérer. Après, EOL serait arrivé, bien sûr, enfin, énormément de projets étaient déjà en cours avec énormément de moyens qui sont mis. Mais effectivement, il y a un effet accélération. Et ça, j'ai envie que tous les rabat-joie des JO se rendent compte que tout ce qu'on fait, en premier lieu, c'est d'abord pour les habitants et c'est pas seulement pour les JO. Justement, ce qu'on fait pour les habitants, c'est de les loger. Oui. C'est le premier devoir, c'est de loger et de loger tout le monde avec une certaine équité.
On en est très loin, puisque les chiffres sont assez... on ne va pas dire désastreux, mais vous le savez, la construction de logements neufs est vraiment en panne, on a une vraie difficulté, et malgré tout, on a une pression démographique qui a quasiment doublé la demande de logement avec les phénomènes de décohabitation, des bouleversements sociologiques, mais surtout le fait qu'on a des aspirations dans les grandes métropoles qui nécessitent d'avoir, vous êtes d'accord, une offre de logement adaptée. Je vous propose, Alexandra Dublanche, d'écouter cette première séquence. On va inviter dans quelques instants, je crois que vous la connaissez, elle s'appelle Élodie Benoît, elle est directrice Ville et Projets chez Nexity. Elle a notamment construit le village des athlètes avec un système de permis à double effet. On va en parler tout à l'heure, je trouve ça génial de livrer un chantier 2 fois. Elle va nous en parler avec beaucoup de passion. Je l'avais interviewé au MIPIM sur le sujet, mais on va quand même aborder les chiffres du logement neuf, si vous voulez bien aussi, et je vous demanderai d'y réagir aussi, bien évidemment, avec toujours le soin de n'éluder aucune question, si tant on va dire que si c'est possible. On va y arriver. La vie ensemble avec Nexity, c'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. De retour ici, dans un écrin sportif, peut-être l'occasion avec mon ami Olivier Marin de se remettre au sport, peut-être. C'est fait, tennis. Voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai. Absolument. Mais c'est vrai. Moi, je suis un grand adepte du sport, surtout quand je le regarde à la télé sur mon canapé. Alors, je suis ravi d'être avec vous. On est ici sur cette région. Alors, il fait un temps un peu particulier, mais l'idée, c'était de faire le focus sur Choose Paris Région, incarné par notre hôte qui nous a fait le plaisir de passer par le plateau, c'est Alexandra Dublanche. Merci Alexandra d'être avec nous. Plaisir. Et on vous invite à réagir justement avec nos invités sur justement cette nécessité de loger les Français, notamment d'évoquer le logement neuf. C'est la raison pour laquelle on accueille Élodie Benoît. Comment ça va, Élodie ? Ravi d'être présente parmi vous. Alors, je suis ravi d'être avec vous. On s'était croisés au MIPIM, puisqu'on avait évoqué ce formidable projet que vous avez livré, qui est le village des athlètes. On va en parler. Mais rapidement, en introduction, je voudrais qu'on parle un petit peu du marché parisien. Si on prend les prix tout confondus, on est à peu près à 5 650 € hors taxe, 5 650 € du mètre carré au T1 2024. C'est à peu près la moyenne qui a été donnée à Paris. En collectif classique, ce prix est à 5 200 € du mètre carré au T1 2024 et à 6 290 € en zone centrale et 4 800 en grande couronne. Donc on a quand même une forte hétérogénéité de prix. L'offre totale, si on la prend sur une année, elle a baissé de 22%. Quand on prend aujourd'hui les chiffres de la construction neuve, dont on a réellement besoin, puisque vous conviendrez que le fait de moins construire dans le neuf compresse la demande dans l'ancien et mécaniquement fait augmenter les prix. Donc il serait peut-être intéressant, j'allais dire même politiquement, d'avoir une offre de production de logements neufs pour essayer de donner un équilibre dans les prix. On vous demandera d'y répondre peut-être de votre point de vue, Alexandra. Élodie, comment on peut analyser ces chiffres ? Alors, ce qui est important, je pense, c'est qu'on constate effectivement un effondrement des mises en vente. On a moins 53% là sur le T1 2024 par rapport au T1 2023, c'est énorme. 53. Voilà, donc on a une pénurie effectivement de logements qu'on constate aujourd'hui qui va faire que ça croître. En tout cas, c'est ce qu'on pressent par rapport à l'année 2025 et ensuite à l'année 2026. Donc je pense que c'est effectivement très important qu'on arrive, dans le cadre des politiques publiques, à encourager les actes de construire neuf, des actes de réhabilitation aussi. Je pense que la régénération urbaine, c'est un élément qui est important et ça fait partie des fers de lance de l'action Nexity, que d'essayer de trouver où construire de manière pertinente, comment construire mieux, comment réhabiliter le patrimoine bâti qu'on a, qui est déjà existant, comment aussi réhabiliter les passoires thermiques. Ça, je pense que c'est un élément qui est très, très important. Donc, comment on arrive à avoir une action qui est coordonnée et qui permet de favoriser l'émergence de logements neufs et de répondre à ce besoin de logement en Ile-de-France. Alors, on a vu aussi, on en parlera tout à l'heure avec nos autres intervenants, un effondrement de la demande, de l'offre de location. Alors, quand je dis effondrement, c'est moins que 50% quasiment sur Paris. C'est énorme. C'est-à-dire que, en fait, les gens... La location dans le privé, oui. Oui, alors, sur le parc locatif privé, vous avez raison, merci Olivier de l'avoir précisé. Sur le neuf, on est carrément à 30-35 € du mètre carré en location. C'est juste énorme. En fait, c'est quasiment impossible, économiquement et matériellement, d'avoir accès au logement en location dans Paris. Alors ensuite, on va en première couronne, puis en deuxième, puis en troisième couronne, et là, même combat. On est sur des prix très élevés, sur des taux d'effort qui sont quand même très élevés, et donc
les Parisiens, les Franciliens, Élodie, s'éloignent de plus en plus de leur emploi et font parfois 1 heure, 2 heures de transport pour pouvoir se loger correctement. Vous observez, vous, ce type de mouvement ? Alors, on a mécaniquement forcément des éléments de report vers la première couronne et puis depuis la première couronne vers la seconde couronne. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on constate depuis longtemps et qui ne va que dans le sens de s'accroître. Après, ce qui est important, c'est que le stock aujourd'hui de logements à vendre, il est pour 60% à Paris première couronne. Et il est pour 20% dans le 92 et pour 20% dans le 93. Donc on a quand même des territoires en première couronne qui sont très dynamiques et qui sont des grands pourvoyeurs de logements disponibles aujourd'hui qui sont mis en vente. Alors justement, parmi ces départements, qui gère le Challenger, c'est qui ? C'est le premier qui fait la pointe? Alors on est vraiment 21% je crois dans le 92 et 20% dans le 93. Ah ouais. Donc on est vraiment... Donc eux restent déjà une offre importante de logement. Peut-être un... Oui. Juste un mot, parce que je pense que c'est important, sur la régénération urbaine, qui est un véritable défi. Quand on sait que 70% d'une ville est constituée de logements et que 80% de ces logements, on sait qu'ils existent déjà pour 2050, mais ils sont en mauvais état, d'où l'importance de rénover massivement. C'est surtout aussi de s'occuper de l'existant, de réhabiliter, de régénérer. Je pense que c'est un axe important chez Nexity. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que l'axe de la réhabilitation est très, très, très important. Et puis, il y a l'axe aussi de requalification des friches. On a beaucoup de friches qui sont industrielles ou commerciales. Il y en a encore, on a de quoi faire. Mais toutes les entrées de ville, en fait, ce sont plus ou moins des friches aujourd'hui. On a eu une vraie décroissance de l'activité économique sur ces secteurs. C'était des périodes aussi où on ne construisait pas comme on construit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait des boîtes à chaussures avec des grandes surfaces de parking qui ne correspondent plus du tout à l'usage aujourd'hui des activités économiques et de la pratique du commerce. Et c'est une vraie révolution dans le métier aussi. Ce sont des nouveaux modèles qu'il faut explorer. C'est une vraie révolution. Et je pense que c'est vraiment le rôle des opérateurs publics en partenariat avec les collectivités territoriales que de mettre en mouvement ces fonciers-là pour en faire aussi des viviers de mixité urbaine. Il y a un gisement, donc si je traduis, il y a un gisement d'emploi et un gisement de logement potentiel. Justement, Alexandra Dublanche, vous, de votre point de vue, je sais que votre délégation, c'est pas le logement, mais vous avez une vision autour de cela. D'ailleurs, cette émission a été invitée Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui n'a pas pu venir pour des raisons matérielles. En plus, aujourd'hui, c'était un peu particulier. Il y avait quand même une grève dans les tramways, donc c'était pas évident. Comment vous réagissez à ce que vient de nous dire Élodie ? Oui, alors effectivement, Jean-Philippe Dugouin-Clément en parlerait mieux que moi, mais il y a une vraie action de la région, même si ce n'est pas au cœur de nos compétences, d'accompagner cette construction de logements, d'accompagner aussi les communes. C'est aussi prévu dans notre schéma directeur d'aménagement du territoire qui prévoit l'aménagement de la région à très long terme, avec aussi la volonté de créer des polarités. Vous parliez d'éloignement du domicile versus l'emploi. Nous, l'objectif, c'est aussi de créer de l'activité. C'est pour ça, alors je reviens à mon domaine, créer de l'activité économique. Et c'est ce qu'on prévoit d'ailleurs dans ce schéma directeur qui est appelé le SDRIF, de prévoir des polarités économiques, industrielles dans tous les coins de la région pour créer de l'activité économique aussi. Ça marche, aussi l'objectif des transports. Ça marche la polycentralité, ce qu'on appelle les nouvelles centralités. C'est un combat. Il y a le fameux déséquilibre Est-Ouest, etc. Mais nous, en tout cas, on y travaille. On a divisé la région en plusieurs bassins d'emploi. Auparavant, la région était considérée comme un bassin d'emploi. Maintenant, on travaille par plus petits bassins d'emploi, justement, avec une certaine corrélation entre le lieu d'habitation, de travail, les transports, et tout ça contribue à créer, à décloisonner tout ce qu'on fait sur le Grand Paris Express dont on parlait à l'instant. C'est aussi l'objectif. Après, on travaille aussi sur de l'innovation. Je pense à la construction hors site. On a fait un déplacement récemment ensemble avec Nexity pour essayer d'attirer des acteurs qui travaillent sur cette thématique-là, qui baissent le coût de la construction. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et après, il y a aussi au niveau national. Il y a beaucoup de choses qui dépendent du national et de la loi. Est-ce que c'est constructif, nouveau, au Saturbois, construction hors site et assemblage qui réduit les problèmes de logistique, qui réduit les problèmes sonores, de nuisance. La question, c'est le prix. Est-ce qu'on va arriver à avoir des prix maîtrisés, puisque vous avez deux éléments de prix quand vous construisez. Vous avez les coûts de production qui sont les matériaux sur lesquels on peut peut-être agir, et puis surtout le coût du foncier qui devient absolument hors de proportion. Comment on fait pour aider des promoteurs qui ont aujourd'hui une vocation, et je le dis, sociale, nationale pour l'emploi et le logement des Français, pour justement accompagner cette bouleversement. Même si, je suis d'accord avec vous,
on est peut-être à l'heure où il faut transformer les métiers vers de la régénération urbaine. On est tous d'accord. On est complètement dedans. Mais il faut quand même loger les Français qui aujourd'hui sont au bord de la rupture à ce niveau-là. Oui, absolument. Et je pense qu'il faut de toute façon agir sur plusieurs leviers en même temps. C'est la seule manière dont on arrivera à répondre au degré de crise auquel on fait face aujourd'hui. Il y a la question du foncier, effectivement, du crédit foncier qui est très important. Donc je pense que la question de la mise en place d'outils de maîtrise du foncier, le recours aux EPF, vous l'évoquiez tout à l'heure, je pense que ça va vraiment dans le bon ssens. Et la région d'ailleurs est plutôt proactive, si on peut dire les choses. Oui, et puis de toute façon, il y a aujourd'hui, dans le cadre de la loi ZAN, il y a finalement une recentralisation des polarités, vous l'évoquiez tout à l'heure avec l'OSDRIF. Il faut qu'on arrive à mettre en place des politiques publiques et des politiques de maîtrise foncière qui vont en lien avec ces éléments-là et ces éléments structurants. Et sur la question de la construction hors site, en fait, ce qui est intéressant dans la construction hors site, c'est qu'on est en train d'appliquer au marché immobilier les règles de l'industrie. On se dit qu'on va produire massivement, qu'on va maîtriser ce qu'on produit et que du coup, on va faire des économies d'échelle. Et ça, c'est un modèle qui est effectivement avéré. Tous les opérateurs immobiliers, les opérateurs du BTP travaillent d'arrache-pied sur ces questions-là, qui permettent effectivement d'avoir des coûts de revient qui sont optimisés et de mettre l'argent finalement au bon endroit, c'est-à-dire construire mieux, construire bien, construire des logements qui soient de taille et de dimension suffisantes, avec des caractéristiques environnementales qui soient exemplaires. C'est aussi la logique de la RE 2020 et qui va du coup, avec l'effet de seuil 2025-2028, aller dans le sens de nous obliger finalement à ce défi climatique. Et donc je pense qu'en tout cas, il faut qu'on arrive à travailler à la fois sur les modes de production, là où on produit les logements, maîtriser le foncier, et puis après arriver à travailler tous ensemble dans ce sens-là. Justement, dernière question avant de parler du village des athlètes, parce qu'on ne peut pas résister, il faut qu'on passe un focus sur le village des athlètes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour déverrouiller les éléments du marché? Parce que le marché est grippé aujourd'hui, le marché est vraiment grippé, il faudrait le relancer. Qu'est-ce qui vous semble opportun de relancer urgemment, aussi avec le soutien des politiques locaux, peut-être même à l'échelle nationale? C'est une très vaste question. Si on vous disait, voilà, tout de suite, il faudrait faire quelque chose, que, par exemple, vous diriez, il faut inverser la fiscalité du foncier, ou est-ce qu'il faut libérer peut-être plus de foncier public, avoir peut-être une maîtrise, encadrer peut-être les prix du foncier? Oui, alors il y a la question de la politique de maîtrise du prix du foncier en tant que tel, la question de la valeur, il y a la question de comment on peut arriver à réduire les temps, notamment sur la question des permis, les permis de construire, j'entends. Nous, on travaille chez Villes et Projets beaucoup sur des projets de très grande taille, en fait, de très grande envergure. Donc comment on arrive à avoir une politique d'aménagement, utiliser les permis d'aménager, on a parlé des permis multisites, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites par le gouvernement dans ce sens-là, comment on arrive à réduire finalement le temps administratif sans pour autant ne pas traiter les sujets qui doivent être traités dans le temps administratif. Je pense notamment aux enjeux environnementaux et l'incidence des projets d'aménagement sur le territoire au sens large. Je pense que ça va permettre aussi d'avoir cette politique de construire au bon endroit des choses qui soient qualitatives. C'est clair. Avec justement un triple défi, c'est de produire écologiquement responsable, socialement inclusif et puis économiquement abordable. On parle au final quand même du prix et de l'acquisition. Ah, moi, je vote pour toi, là. Oui. Non, mais absolument, la question du prix de sortie, elle est essentielle et vous l'avez abordée avec plusieurs de mes consoeurs et de mes confrères dans le cadre des précédentes éditions. Comment on arrive à avoir aujourd'hui des projets immobiliers qui s'adressent finalement aussi aux primo-accédants? Parce que c'est ça, en fait, on voit qu'on a un marché qui est passé du primo-accédant au secondo-accédant, qui est lié à des contraintes bancaires. Absolument. Et pour autant, la question des primo-accédants, elle est primordiale, et notamment dans les questions d'attractivité. Puisqu'en fait, on voit aujourd'hui que les jeunes ménages ont du mal à décohabiter, qu'ils ont du mal à trouver des logements, et du coup, ils ont du mal aussi à accéder à l'emploi. Et tout ça, c'est vraiment imbriqué. Et je pense qu'en fait, c'est un vrai enjeu national que de traiter correctement cette question nationale. Faudrait-il inciter plutôt que contraindre? Pensez-vous qu'il faudrait remettre, on sait que le Pinel, typiquement, va s'éteindre à la fin de l'année. Faut-il remettre, selon vous, un dispositif d'investissement locatif, d'inciter les Français à investir dans l'immobilier, notamment dans le neuf? Alors ça, c'est plus lié à la question du besoin locatif, plus que la question des primo-accédants, la question de la politique fiscale. Au final, il y a des locataires. Il y a plusieurs leviers fiscaux qui peuvent être activés. Il y a la question du prêt à taux zéro, il y a effectivement la question de comment on arrive à recréer aussi des leviers qui permettent aux investisseurs privés de retrouver une confiance. Du logement. Absolument. On va passer maintenant, si vous voulez bien, sur le village des athlètes. Alors le village des athlètes, Alexandra, c'est une vraie merveille. Et j'ai découvert une chose, moi j'apprends beaucoup, donc grâce à Élodie, j'apprends beaucoup. Voilà, je fais encore mes humanités. Vous m'avez appris ce que c'était qu'un permis de construire à double effet, c'est ça? Double écart. Et vous m'avez dit, vous vous rappelez, Élodie, vous étiez sur le plateau, vous m'avez dit,
dans ma carrière, c'est quand même assez rare de livrer un immeuble 2 fois. C'est bien ça, hein? C'est ça, exactement. En fait, la grande spécificité de ce projet, c'est c'est la même enveloppe, mais à l'intérieur, c'est différent et on le livre 2 fois. On l'a livré une première fois, on s'était vu juste après la livraison, c'était le 1er mars. Ouais, c'était un moment très émouvant. On va récupérer nos ouvrages le 1er novembre à l'issue des Jeux de Paris, et puis on les livrera une seconde fois le 30 septembre de l'année prochaine. Donc ça va être il y aura combien de logements? En tout, il y a 2500 logements familiaux. 2500, mais c'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est un projet qui est pharaonique. C'est 52 hectares, c'est 3 communes. Donc, c'est la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et l'île Saint-Denis. C'est un projet qui va en fait se développer sur 250 000 m². On parle beaucoup des logements familiaux, mais il y a du tertiaire. Il y a de la réhabilitation et de la construction neuve. C'est aussi un projet qui va voir des équipements scolaires se construire. Il y a déjà certains des équipements qui ont été construits, il y en a d'autres qui sont construits dans la seconde phase. Il y a aussi 2 crèches. Enfin voilà, on est quand même sur un projet de quartier, on est sur un projet de ville. Comment est né ce... Parce que vous l'avez fait dans un temps record. En 5 ans. Incroyable. Ouais. C'est incroyable. En fait, on a fait un jaloux d'autres aussi, de se dire... Sur un aménagement, au contraire, c'est un vrai morceau d'architecture. Je veux dire, comment... C'est un morceau de ville, ouais. C'est un morceau d'architecture. Oui, quand je dis oui, absolument, un morceau de ville. On pensait de ville au pluriel, parce que vous l'avez rappelé, hein, on est sur 3 communes, hein, quand même. Exactement, vous avez tout à fait raison. C'est un projet qu'on a fait en 5 ans, qu'on fait d'habitude en 20 ans. Moi, j'aime bien prendre le parallèle. On en avait parlé déjà. C'est la question de la ZAC des Docks, qui est à Saint-Ouen, qui fait à peu près la même surface et qui a été développée sur 20 années. Et là, on l'a fait en 5 ans. Alors, on le fait parce qu'on a un impératif qui est structurel. Le fameux catalyseur. Exactement, qui nous force à accélérer les procédures et qui nous a forcé à tenir contre vents et marées, hein, parce qu'on a quand même passé 5 années qui ont été un peu tumultueuses. On a connu, vous l'avez rappelé, l'effondrement du marché immobilier très récemment, mais avant ça, on a eu l'inflation. Ah, mais sur les 5 ans, vous avez tout eu. Hein, la guerre en Ukraine, on a eu le Covid au tout début quand on a préparé les permis de construire. Puis moi, je tiens quand même à saluer tous les services de l'État qui nous ont accompagnés, puisque la préfecture a instruit les permis de construire qu'on avait déposés au mois de juin 2020, juste après le Covid, dans des périodes où on était encore partiellement en confinement. Donc voilà, il y a eu en tout cas une vraie mobilisation à la fois des services publics et des opérateurs privés pour tenir ces délais. Avec des permis qui sont littéralement exemplaires, parce que c'est vrai que la fonction provisoire, c'est ce premier permis déposé donc pour construire le village des athlètes, 14 500 athlètes, il faut voir ce que ça représente. C'est énorme. Et en phase héritage, une fois les Jeux terminés, à partir de 2025, ce permis, ce deuxième permis, en fait, avec 6 000 salariés, 6 000 habitants, en fait, ça va être redonné de véritables lieux de vie. Et c'est vrai qu'on se dit, ça devrait exister dans beaucoup d'endroits en France, cette possibilité, quand on parle aussi de lieux hybrides, d'inventer, de mixer à la fois des activités, du logement, du bureau, du commerce, des activités de ce type. Ce sont des exemples extraordinaires. Oui, et puis c'était l'idée de se dire que finalement, on ne pense pas qu'un État à court terme, on pense bien le moyen terme derrière. Et ça avait été aussi une des initiatives qui avait été engagée par le permis d'innover. Il y a eu un exemple à Bordeaux, des permis du coup sans affectation, etc. Voilà, c'est la même logique. C'est comment on se dit qu'on arrive constructivement, techniquement et technologiquement à faire des ouvrages qui sont des grands volumes et qui, à l'intérieur, peuvent devenir soit du logement, soit du bureau, ou du logement familial qui peut avoir d'autres fonctionnalités, ou de l'hébergement provisoire, etc. Et donc, aujourd'hui, techniquement, on a la maturité de le faire. La question, c'est comment, administrativement, on arrive à déployer les outils pour le faire. Oui, là, c'est un autre sujet. Vous étiez là à l'inauguration ? La présidente était là, mais j'ai eu la chance de visiter, effectivement. Alors oui, c'est génial. Hein. C'est formidable. Puis il y a aussi une prouesse en termes d'efficacité énergétique. Sans clim, on n'atteindra pas plus de 28 degrés de mémoire. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est 10 ans d'avance sur la stratégie bas carbone. Vous l'avez pensé de façon multipolaire. Et encore un bel exemple d'héritage. Et alors d'héritage, d'ailleurs, au sens propre, d'ailleurs au sens aussi de la marque, puisqu'il y a même une marque qui s'appelle Héritage chez Nexity, spécialiste aussi de la régénération urbaine. Vous avez démontré qu'il était possible, que c'était possible. Voilà, c'était impossible au départ, mais vous l'avez fait. Exactement. Donc, vous avez démontré, la preuve par l'exemple. Un immense applaudissement pour vous, Élodie Benoît. Et bravo pour ce que vous avez fait. Je rappelle que le village des athlètes, on peut y aller, on peut visiter, on peut voir. C'est juste remarquable. À suivre, on va parler de rénovation énergétique. La dent creuse, le chantier du siècle. C'est un vrai sujet, hein, la rénovation énergétique. Sobriété, économie d'énergie, tout sera évoqué. On va voir si, effectivement, Paris et sa région sont de bons candidats pour la rénovation énergétique. Je ne suis pas sûr. On va recevoir un grand professionnel de ce sujet qui travaille d'ailleurs sur les aspects résidentiels tertiaires, mais aussi sur les bâtiments publics. C'est Pierre Maillard, le président directeur général d'Elio, qu'on va retrouver dans quelques instants. Merci, Élodie. Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
On est toujours bien mieux, voilà, toujours bien mieux quand on est dans un bon confort d'été, le confort d'hiver. Pour cela, il faut rénover, il faut rendre plus sobre les logements, les magasins, les bureaux. Bref, c'est un véritable chantier qui est un chantier à l'échelle nationale et internationale. C'est une véritable modification d'une nouvelle anthropologie urbaine, n'est-ce pas, Olivier? Absolument. Et pour cela, nous recevons pour cette séquence, on va essayer de décrypter, comme on le fait chaque mois pour les villes de France avec Olivier, de décrypter l'actualité de la rénovation énergétique. Merci Pierre Maillard d'être sur le plateau. Vous êtes le patron d'Elio, son président. La première question, comme il est d'usage dans notre émission, sera posée par notre avis Olivier Marin. Oui, peut-être tout d'abord une présentation. Pierre Maillard, Elio déjà rappelé. Qu'est-ce que c'est Elio? Le mode d'emploi d'Elio, spécialiste de la rénovation énergétique. Merci pour votre accueil. Elio, c'est un acteur de terrain qui accompagne tous les consommateurs d'énergie dans la réduction de leur consommation. 100% de nos clients ont fait des réductions de consommation d'énergie, donc des réductions de leurs dépenses. On va faire des économies évidemment en kilowattheure, mais donc aussi en euros. On accompagne tous les secteurs d'activité, du résidentiel aux collectivités, en passant par l'industrie, le tertiaire, le secteur agricole, le secteur du transport aussi, qui a bien besoin d'économies d'énergie aussi. Nous sommes aujourd'hui 300 collaborateurs présents sur tout le territoire français et moins d'un tiers de nos effectifs sont en Île-de-France. La rénovation énergétique a lieu partout, doit être faite partout, mais elle ne peut pas se faire d'une façon uniquement macro, il faut la faire aussi de façon micro. Donc en étant présent, en étant localement, chaque cas, chaque bâtiment, chaque usine, chaque exploitation agricole est un cas unique et qu'il faut étudier. On ne peut pas l'étudier juste de façon théorique. Il faut être présent, il faut analyser les consommations, il faut faire des préconisations. C'est ce que va faire Elio. On va suivre l'ensemble des consommations d'énergie d'un site, puis nous allons préconiser des solutions pour les réduire, nous allons deviser, nous allons budgéter quel coût ça va représenter pour atteindre telle performance énergétique. Puis nous allons suivre les travaux, faire tourner l'ensemble des travaux dans la moulinette des aides pour arriver à un reste à charge le plus faible possible et ensuite proposer des solutions de financement de ce reste à charge-là avec nos partenaires dans le but toujours de s'engager sur une performance énergétique. Ce qui manque un peu dans notre secteur, c'est des gens capables de s'engager. Lorsqu'on va faire une promesse, c'est comment est-ce qu'on la suit dans le temps, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, et que cette performance peut être atteinte. Et ça, il faut avoir de la visibilité. C'est un métier aussi, et même on voit, tout le monde se pose la question de la transparence, de la confiance. Et sur la rénovation énergétique, il y a beaucoup de choses qui évoluent en permanence. On a l'impression qu'il y a des stop and go. Alors, on a beaucoup parlé du rabot d'1 milliard d'euros, mais aussi des petites surfaces qui étaient classées G, qui maintenant seront classées F, les moins de 40 mètres carrés qui ne seront plus exclus de la location à partir de janvier 2025. On parle aussi du manque d'artisans. On parle de Mon Accompagnateur Rénov'. On parle de beaucoup de choses. On a l'impression qu'on est un peu perdu, d'où l'importance, vous qui êtes un expert, d'expliquer. Notamment, il va y avoir beaucoup de nouveautés à partir du 15 mai. Lesquelles? Alors, l'évolution réglementaire, elle est très riche. Dans notre secteur, c'est un changement réglementaire qui nous impacte directement tous les 12 jours. On est passé à... ça, c'était en 2022. En 2023, on est passé à un changement réglementaire tous les 9 jours. C'est pour vous dire l'agilité qu'il faut avoir, rien que dans nos équipes, de compréhension, de formation, d'instruction, et vous arrivez à assimiler toutes ces... On n'a pas le choix. Toute cette inflation à la fois, en fait, ce sont nous, nos collaborateurs et le terrain et nos clients et nos partenaires qui nous remontent des idées que l'on va les proposer au gouvernement dans des groupes de travail, interministériels, des groupes de travail, acteurs publics, acteurs privés. On va les proposer des solutions. Et à la fois, ça va aussi redescendre. De temps en temps, il y a des directives qui sont données du ministère qu'on va devoir appliquer, faire appliquer sur le terrain ou pour conseiller nos partenaires, nos clients. Je dis souvent... Est-ce que ça vous inquiète le fait qu'il y ait moins de travaux de rénovation énergétique, moins de demandes de MaPrimeRénov'? Là, il y a eu vraiment une chute de près de 50% sur le premier trimestre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous dites, bon, c'est un mauvais moment à passer, la prise de conscience écologique, elle est là, on va vers la rénovation énergétique. En même temps, la période est compliquée. En même temps, ça s'explique un peu aussi, parce que quand on voit le rétropédalage du gouvernement, je m'excuse, entre les annonces contraires sur MaPrimeRénov' et notamment sur l'avenir de l'ANA, ça va pas être évident d'être un acteur du secteur. Ça permet d'avoir la question et la réponse d'un coup, je vous remercie. Mais c'est exactement le sujet. C'est la stabilité réglementaire. Quand vous êtes en instabilité réglementaire, mais il y a aussi, nous, de notre devoir de conseil auprès de nos clients, de leur dire non, attendez, parce que dans 3 mois, dans 6 mois, vous serez mieux accompagnés.
parce qu'il y a une évolution réglementaire qui va vous permettre d'avoir un accompagnateur sur le terrain qui va venir chez vous, qui va analyser votre bien. Un bien ne peut être rénové que si on le connaît, tant sur le bâti que sur l'exploitant, donc l'utilisateur du bien. Une famille qui va avoir 2 enfants, ou si c'est une femme célibataire ou un couple de retraités, ils vont avoir une utilisation du bien qui va être différente. Et en fonction, on va aussi rénover le bien en prenant en compte l'ensemble de ces paramètres-là. Ça va jouer aussi sur la localisation du bien, sur les aides qu'une collectivité va pouvoir apporter d'une façon supplémentaire, ou la région, ou le national, ou l'Europe. Il y a tout un sujet d'éligibilité des aides, d'éligibilité du bien pour avoir le droit à. J'informe souvent les collaborateurs et nos clients que notre métier, c'est aussi d'informer d'un droit à. Ils ont le droit, et la totalité des personnes qui font des travaux de rénovation énergétique en France ont le droit à des aides. Il faut le savoir. Peu importe les conditions de ressources, peu importe la localité, vous avez le droit à des aides. Mais il faut savoir lesquelles. Est-ce que les matériaux sont éligibles? Est-ce que votre projet est éligible? Est-ce que vous, dans le bien que votre situation personnelle vous permet d'être éligible à ces aides-là? Que ce soit une collectivité, une industrie ou un ménagement. D'autant que très important, on revient au monogeste. Très important. On revient au monogeste. Ça, c'est une bataille qu'ont gagné la CAPEB notamment et la FFB. Et on ne peut que les féliciter là-dessus pour éviter les stop and go dans le marché. C'est-à-dire que les décisions réglementaires, de temps en temps, ne sont pas assez proches du terrain ou ne peuvent pas comprendre l'impact qu'il peut y avoir sur le terrain. Et quand d'un coup, vous dites que plus aucun monogeste, c'est-à-dire vous changez uniquement votre chaudière, vous faites uniquement l'isolation, mais pas d'autres gestes de travaux dans votre projet de rénovation, et quand ces gestes-là étaient prévus non accompagnés par les aides, d'un coup, ça met un gros frein. Il faut bien avoir en tête que la plupart des entreprises du bâtiment en France, et dans les TPE, ce sont des entreprises qui font des monogestes, et non pas des entreprises générales du bâtiment qui peuvent inclure plusieurs gestes, plusieurs corps d'État. Donc la toiture, isolation des combles... Les combles, changement de chaudière, ventilation, changement des menuiseries, des fenêtres. Et donc les accompagner, avoir une entreprise générale qui va travailler à un projet global. D'un coup, il faut passer, quand on a des objectifs gouvernementaux qui nous disent qu'il faut atteindre 200 000 rénovations d'ampleur par an, puis 500 000, puis 700 000. Et il faut pouvoir calibrer, il faut que la filière se mette en place, il faut qu'elle puisse s'organiser. Peut-être que c'est avec un cumul d'acteurs monogestes qui vont arriver sur une phase multigeste, mais en tout cas, on ne peut pas d'un coup casser un marché qui se lançait, parce que vous cassez les historiques, les entreprises qui ont pignon sur rue, qui tiennent dans la durée, qui ont des équipes qui sont stables, et quand d'un coup vous leur dites attendez, votre marché ne va plus être aidé, non, c'est... Mais parce que il y a aussi des réactions qui ont été faites suite à certaines entreprises de secteur qui ont été, on peut le dire, pas hyper délicates. On peut même appeler ça de l'éco-délinquance dans une certaine mesure pour certains. Et ça a peut-être jeté, il faut pas éluder cette question, la suspicion sur ces effets parfois d'aubaine de certains acteurs qui ont pilonné littéralement votre activité. Et malheureusement, des boîtes comme vous, qui avez pignon sur rue, qui fait du super boulot, vous en êtes directement les victimes collatérales. Et je trouve ça dommage que vous en preniez justement pour... C'est un peu ça aussi, cette complexité. Elle résulte de cette suspicion légitime qu'affichent les pouvoirs publics. C'est directement lié à la stabilité réglementaire. Pour éviter aux opportunistes d'opérer, c'est de la stabilité réglementaire qu'il faut. Et là, les entreprises privées qui vont pouvoir, les grosses entreprises qui vont pouvoir se structurer, qu'elles soient TPE, PME, mais les non-opportunistes et qui sont là localement, dans le village, dans la ville, dans la collectivité, et qui vont avoir un rayon d'action autour d'eux à 5, 10, 15, 20 km, et qui vont avoir pignon sur rue, ceux-là, il faut les aider. Mais ceux-là, vous ne pourrez les aider que si vous avez une stabilité réglementaire. Les opportunistes, ils sauront toujours venir sur un marché qui est porteur, repartir, revenir après. Mais plus vous avez de la stabilité, moins vous avez d'opportunistes. La région Île-de-France, on y revient. 2024, en quoi les Jeux Olympiques peuvent être un booster, justement, là aussi, sur la rénovation énergétique, typiquement sur la région. Et la région, c'est une bonne candidate ou pas ? C'est une bonne candidate en projet de travaux, absolument, tant au niveau des collectivités, la région elle-même, que des ménages, des copropriétés. Alors, si on regarde juste l'image en région Île-de-France, donc vous avez seulement 2% des logements qui sont en lettres A et B, contre à peu près 5 à 7% au niveau français.
Vous avez un peu plus de 20% qui sont des passoires thermiques en Ile-de-France, contre plutôt 16% sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc oui, il y a du travail de projet de rénovation. La difficulté première réside dans le fait qu'il y a davantage de copropriété, d'habitat collectif, et qui nécessite un accompagnement bien plus riche et bien plus lourd, parce que ce sont des projets d'ampleur. On va s'adresser à un syndic, on va s'adresser à une copropriété directement, à un nombre supérieur d'individus, et donc il va falloir expliquer le projet, il va falloir les accompagner, leur expliquer qu'ils ont droit à des aides, et qu'est-ce que ça va leur permettre, tant de continuer à louer, mais aussi d'atteindre une certaine performance énergétique en fonction des travaux. Donc un retour sur investissement, tant financier parce c'est leur patrimoine, que d'un intérêt environnemental. Et il y a aussi tout le débat et l'enjeu architectural en Ile-de-France, on le connaît notamment, et aussi Paris. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais tous les immeubles haussmanniens étaient bien présentés dans la vidéo de présentation. C'est un gros enjeu, un gros débat dans la région. Une première réaction peut-être, Alexandra, justement sur cette nécessaire... Parce qu'en même temps, Choose Paris Région, c'est aussi intégrer cette notion de sobriété, d'énergie, de source énergétique. Qu'est-ce que vous pensez justement à la lumière de tous ces mouvements qui ont du mal parfois à trouver une certaine stabilité, je pense notamment au niveau des nouvelles normes? J'entends que la plupart des leviers sont nationaux, donc ne dépendent pas de la région. Après, là où la région peut intervenir, c'est via la commande publique. Effectivement, on a 1 milliard d'euros de marché public par an. On a les 3 plus grands chantiers de ce siècle en France sont en Ile-de-France. Les JO dont on a longuement parlé, le Grand Paris Express et le chantier des lycées de la région, 6,6 milliards d'euros qui sont investis dans la rénovation, pas que énergétique, mais aussi, et la construction de nouveaux lycées. Donc là, c'est par la commande publique, et donc on permet à des entreprises de taille moyenne, via ce qu'on appelle un Small Business Act, donc l'accès au marché par des petites et moyennes entreprises, d'accéder justement à ces marchés. On l'a fait aussi d'ailleurs pour les JO. Dans la Solidéo, il y a 75% d'entreprises qui ont répondu, alors qui ne sont pas que petites, mais qui sont franciliennes en tout cas. Donc c'est une façon, et puis aider. Alors je ne sais pas si votre siège est en Ile-de-France, si vous avez moins d'un tiers, si quand même. À Clichy, en Ile-de-France. Très bien, donc bénéficier évidemment d'aides régionales pour le développement de l'entreprise. Mais après, sur la plupart des leviers, je l'entends, sont plutôt nationaux. C'est très clair. Dernière chose. Question. À chaque fois, dans chaque ville, on a un cas concret avec vous, Elio, les représentants d'Elio, pour voir en quoi c'est important de faire de la rénovation, notamment rénovation globale. Et vous prenez régulièrement des exemples de maisons, ou d'appartements, ou de copropriétés. Et pour cette émission, vous avez choisi un cas concret d'une copropriété de 44 logements qui est située à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, 94. Bien. C'est chez vous. Bravo. Sylvain, bravo. Une rénovation globale. Alors, quel bénéfice et concrètement, qu'est-ce que ça change? L'enjeu sur cette copropriété-là était le budget et la performance énergétique à atteindre. Le budget global était de un peu plus de 500 000 euros. Et il a fallu aller chercher un maximum d'aide pour que le projet soit viable et réalisable. On a pu aller chercher un peu plus de 300 000 euros d'aide, ce qui est vraiment significatif. Et donc arriver à un budget qui permettait à la copropriété de lancer, de donner le go travaux. On est sur une copropriété très innovante et qui a voulu aller plus loin. J'ai bien aimé ce qui avait été dit tout à l'heure. Quand on fait de la rénovation, même que ce soit pour les JO, on va plus loin. Et on va plus loin, on ne le fait pas que parce que c'est beau ou parce qu'il y a un seul intérêt, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est ce qui s'est passé là. On a essayé d'avoir un triptyque: amélioration du confort, amélioration de la performance énergétique et valorisation du patrimoine. Donc c'était vraiment les enjeux. On est sur une copropriété à tri-énergie, c'est-à-dire que vous avez 3 énergies dessus. Et donc ça, c'est un premier élément pour la méthodologie de chauffage. Ensuite, il y a eu tout un ravalement de façade qui a été fait. Lorsqu'il a été opéré le ravalement de façade, évidemment, une isolation thermique par l'extérieur a été opérée aussi. C'est plein de différents corps de métiers, de corps d'État qui ont été choisis et sélectionnés à la fois par des conseils, puis validés par la copropriété. Et on va faire tout notre possible pour bien suivre la performance énergétique et en faire un vrai cas, en montrant que dans la durée,
il y a un vrai intérêt pour ce type de copropriété. Ça vaut pour toute la région Île-de-France et de façon plus large en métropole. Des copropriétés de cette taille-là, oui, il y a un réel intérêt à faire des rénovations d'ampleur et pas de la prendre que d'un seul côté, mais d'avoir une réflexion globale sur la copropriété. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces explications, ce cas concret, cette envie important, l'importance de la rénovation énergétique. Applaudissements pour Pierre Maillard. Merci. Merci. Pierre Maillard, justement, c'est un sujet extrêmement important puisque je rappelle que le mois prochain, normalement, nous sommes à Grenoble et le sujet de la rénovation énergétique dans cette ville en particulier est extrêmement prégnant. On va suivre maintenant, on va parler de l'immobilier ancien avec Parlons Bien, avec Maître Ludovic Froment qui va nous rejoindre dans quelques instants. On va parler des prix de l'ancien, parce que l'ancien, c'est hyper important. Pourquoi ? Tout simplement parce que malheureusement, on ne produit pas assez de logements et donc forcément, les prix de l'ancien augmentent mécaniquement. On va essayer de décrypter un petit peu cette actualité. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, Parlons Bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Oui, bien, de retour sur le plateau, on va parler maintenant de l'immobilier ancien avec nos amis notaires. Et merci à Ludovic Froment, notaire, d'être présent sur le plateau. Vous représentez les notaires de France. Bien évidemment, on va, avec vous, essayer de décrypter cette actualité. Question posée par Olivier Marin. Oui, tout d'abord, Maître Ludovic Froment, bonjour. Vous êtes porte-parole des notaires du Grand Paris. Tout à fait. C'est important, venez à ce titre. Et avec vous, justement, on va faire un tour d'horizon. Comment évolue le marché, à la fois les transactions, les ventes dans l'ancien, mais aussi l'évolution des prix, des maisons, des appartements. On va voir avec vous, vous allez nous donner quelques indicateurs très intéressants. Peut-être pour démarrer, 2 chiffres clés. Le premier, c'est 9360. 9360, c'est le prix médian au mètre carré d'un appartement parisien en juin prochain, selon les avant-contrats des notaires. Ce qui veut dire quand même une baisse de prix de 8% sur un an. Et il y avait longtemps quand même qu'on n'avait pas eu des baisses de prix aussi importantes. Et le deuxième chiffre clé, c'est 345 000. C'est le prix moyen d'une maison en Île-de-France. Alors, les ventes à Paris, en Île-de-France, comme on l'a vu partout ailleurs en région, ont fortement chuté. Ces baisses de ventes ont pesé progressivement sur les prix, maître. Tout à fait. Alors, il y a 2 baisses corrélatives. Il y a une baisse du volume et une baisse des prix. Alors, sur, effectivement, la dernière année, on a connu une baisse importante, vous l'avez signalé. On est en moyenne sur l'Île-de-France à moins 2,6% sur les 4 derniers trimestres. Si on prend Paris, on est à moins 2,2%. Ensuite, il faut regarder par département. On a des chiffres un petit peu différents. Si on regarde dans le rétroviseur cette fois-ci et qu'on se reporte aux 5 dernières années, en revanche, les prix étaient en légère augmentation. On est sur 5,5 à peu près d'augmentation sur 5 ans. En revanche, là où il y a un vrai problème, c'est sur le volume. On est à moins 26% de volume. Et donc, si on rapporte ça aux chiffres qui nous ont été donnés tout à l'heure dans le 9, on voit que le marché de l'immobilier est sclérosé. Donc effectivement, on peut se poser la question aussi de savoir ce qui se passait il y a 5 ans, mais il y a 5 ans, il y avait déjà une diminution du volume, on était déjà à moins 18%. Donc en fait, on a une accélération du volume de transactions. Donc ça, c'est intéressant. Il faut se poser la question de savoir pourquoi. Là, il y a différents pourquoi, en fait, il y a différentes réponses. Le pourquoi à la baisse, effectivement, des transactions et des prix, il est lié principalement... L'accès au crédit. Ah, comment ? Accès au crédit, non ? Exactement. Et la hausse des taux d'intérêt qui a freiné beaucoup de projets. Il les a pas, il les a freinés, voire complètement arrêtés. On a été dans une instabilité au niveau des taux sur 2023. Le pic a été fin 2023. Depuis début 2024, on a une stabilisation des taux, mais il faut bien dire à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent que la belle période des taux bas n'existe plus. Donc les taux à 1%, il ne faut pas rêver. Non, même à Marne-la-Vallée, chez Mickey, vous ne les aurez pas. Est-ce que les taux ont baissé quand même ? Alors, les taux ont baissé, ils ont commencé à baisser par rapport à 2023. Fin 2023, on est à peu près à 3,5%. Vraisemblablement, fin de l'année, début de l'année prochaine, on sera à 3%. En juin, vous devez avoir, normalement, c'est annoncé, la BCE doit baisser ses taux de 0,5%. Il faut savoir que 0,1%
de baisse de taux, c'est plus 1% de taux d'endettement possible pour celui qui emprunte. Donc il y a quand même une certaine corrélation. On gagne du pouvoir d'achat. On gagne du pouvoir d'achat, on gagne lentement, mais on en regagne. Donc les signes sont quand même a priori positifs. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet. Il y a toujours des éléments extérieurs qui peuvent venir faire varier tout ça. Alors les réseaux nous disent, c'est ce qu'on entend, et est-ce que vous avez les mêmes ressentis, en tout cas dans vos études, qu'il y a un frémissement, une petite embellie, une éclaircie, que ça repart un petit peu, parce qu'on entend que les prix baissent de l'immobilier, qu'on entend que les conditions d'accès au crédit se sont améliorées, que les taux, ça fait 4 mois consécutifs qu'ils baissent, et qu'on a des projections à 3,30% à la fin de l'année. Donc bon, est-ce qu'il y a des signaux quand même positifs ? Alors, il y a des petits signaux positifs, mais on sent l'attente. On sent qu'effectivement les gens se posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois vendre ? Est-ce que je dois acheter ? Est-ce que je dois louer mon appartement ? Il y a des freins, il y a les taux, il y a les DPE, enfin tout ce qui est énergétique et dont on vient de parler, qui évidemment obère le marché de la location, le marché de la vente. Vous avez les Jeux Olympiques aussi, parce que beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir s'ils allaient mettre leurs biens sur le marché avant les Jeux et préférant les garder pour cette période-là et les mettre ensuite en rénovation et les vendre. Donc il y a une forme de sclérose qui s'est imposé un petit peu sur la région. Un attentisme côté vendeur et côté acquéreur. Exactement. Plus les événements qu'on connaît, il y a de grosses difficultés, la diminution des permis aussi dans le neuf. Donc tous les facteurs étaient réunis pour que tout ça soit un petit peu sclérosé. Maintenant, il faut faire un pas de côté et il faut regarder où on en est et où on va. Où en sommes-nous ? On est sur des taux qui, effectivement, maintenant se détendent. Donc ça, c'est intéressant. On a une inflation qui est encore à 2,5%. Donc si vous regardez les taux à 3,5 avec une inflation à 2,5, et que vous vous rappelez qu'avant, vous aviez des taux à 1% avec une inflation nulle, finalement, on se retrouve à peu près dans la même épure. Donc il est peut-être intéressant pour ceux qui nous regardent, d'autant que on voit bien que le volume des biens à vendre est de moins en moins important, donc il serait peut-être intéressant de regarder aujourd'hui si il n'est pas temps d'acheter. Si on a de nouveau accès au crédit, parce que c'est effectivement, vous l'avez dit, le nerf de la guerre, le nœud gordien, mais si on a accès au crédit, j'aurais tendance à dire, il faut y aller, d'autant que si les taux se détendent, un jour, peut-être proche, vous pourrez renégocier votre emprunt et votre assurance. Donc, il faut regarder les opportunités. Il y a une logique qui reste valable, c'est la qualité du bien que vous allez acheter. Et évidemment, ce qu'on dit toujours dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Vous encouragez toutes celles et ceux qui nous écoutent. Non seulement il est temps encore d'acheter, mais il faudrait acheter, puisqu'effectivement, on est sur une crête qui est intéressante, parce que je vois les baisses de prix quand même sur Paris, c'est quand même impressionnant. Hein. Oui. C'est pas anodin. Moi, c'était monté tellement haut aussi. Moi, je ne m'y serais pas engagé à une époque à passer au-dessous des 10 000 euros du mètre carré. Ça rend Paris un peu plus attractif. On est d'accord, mais Paris est la 5e ville au monde la plus dense. Il faut le dire. C'est la 5e ville au monde, la ville la plus dense. Donc il y a une vraie demande. Avec aussi des écarts de prix qui se creusent au sein de la capitale, entre les quartiers centraux à 14 000 euros du mètre carré en moyenne, et les quartiers du nord-est parisien, où on est autour de 8 000 euros du mètre carré. Il y a près de 10 000 euros d'écart au sein d'une même ville, ce qui est quand même incroyable. On parle de fractures dans les territoires. Il y a une véritable fracture aussi au sein de Paris. Alors, on peut le voir comme une fracture, vous avez entièrement raison. L'arrondissement le moins cher actuellement, c'est le 20e, et le plus cher, c'est le 6e arrondissement. Oui, il y a une fracture, mais ça permet aussi à tout type de population de vivre dans une ville à 20 minutes en métro ou à 40 minutes à pied les uns des autres. C'est peut-être ça aussi la mixité. Alors, il ne faut pas créer de ghetto. Maître dans le 20e, on est quand même entre 8 et 9 000 euros. Et je ne suis pas sûr que des gens de niveau moyen aient les moyens d'acheter à ce prix-là. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais il y a différentes mixités. C'est-à-dire que, effectivement, on est toujours le pauvre de quelqu'un, on est toujours le riche de quelqu'un, y compris en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres départements qui sont moins dotés. Mais on a cette possibilité. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir un minimum de mixité. Et c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir ces deux visions-là. Après, Paris est très cher, effectivement.
mais Paris a aussi ses qualités. Mais c'est là que les régions d'ailleurs, ont quelque part un peu plus d'attractivité parce qu'elles permettent effectivement d'aller dans des zones. Moi, j'habite Fontenay-sous-Bois, pas uniquement parce que j'aime Fontenay-sous-Bois, c'est parce qu'on n'avait plus forcément les moyens de vivre dans Paris, qu'on voulait avoir une maison, un peu de jardin, et donc effectivement, mais à une encablure de Paris, première, deuxième couronne, on trouve encore des biens, on va dire, économiquement viables et accessibles, notamment à des primo-accédants, mais aussi à des personnes qui veulent avoir un peu plus d'espace et qui quittent Paris. Tout à fait. Et dans une proximité des transports en commun, une proximité de Paris, moi j'habite dans les Hauts-de-Seine personnellement, et vous avez des maisons donc que vous pouvez acheter à des prix qui sont accessibles par rapport à des appartements parisiens, et vous avez accès à un bout de jardin, etc. Le prix des maisons médians, c'est entre 200 sur la région, c'est 288 000 à 680 000. Oui, l'écart est phénoménal. Donc effectivement, vous avez une possibilité de vous loger en petite couronne, voire maintenant en grande couronne, avec des accès sur Paris relativement fiables. Donc il y a de la place pour tout le monde, mais Alexandra Dublanche, c'est important d'avoir quand même votre élu de grande couronne en plus. En plus, élu de grande couronne et puis le logement qui est un élément de l'attraction du choix des entreprises qui ont besoin de logements pour les investissements, pour les salariés qui vont recruter. D'ailleurs, quand on voit les familles qui quand même quittent Paris, on ferme des écoles sur Paris. Paris perd à peu près, je crois, 10 000 habitants par an, il me semble. C'est plus, c'est 15. 15 000. C'est énorme. On voit, nous, dans nos villes, effectivement, le long des transports en commun. Moi, je suis élue à Sartrouville, dans les Yvelines, et j'habite Sartrouville. Et une attractivité accrue de ces villes pour notamment les familles, mais pas seulement. Et donc c'est encore une fois, à quoi on travaille en créant des polarités aussi économiques pour rapprocher les emplois, et puis travaillant sur les transports. Vous êtes à 20 minutes de la Défense quand vous êtes dans les Yvelines, enfin selon où vous êtes, mais dans mon cas particulier. Donc c'est effectivement ce qu'on essaye de faire, et puis on a peut-être un autre cadre de vie, même si j'adore Paris et que je suis née parisienne, un autre cadre de vie plus dans la nature, etc. Dernière question, maître, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui, justement, quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Le bon conseil du notaire. Le bon conseil du notaire. Le conseil, vous savez, c'est ceux qui ont fait ce que l'on est dans le marché immobilier. C'est encore une fois savoir où vous achetez. L'emplacement. Toujours. Desservi par les transports, une bonne qualité de vie, la qualité des écoles, parce que ça, c'est la première chose à faire, c'est là où vous allez vivre. Donc, où des gens vont vouloir vivre si vous leur louez. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément plus technique, effectivement, tout ce qui est diagnostic de performance énergétique, parce que ça va vous augmenter vos coûts, et donc il est intéressant d'essayer de les réduire au maximum. Si vous devez le louer, il faudra pouvoir le louer, donc soit faire les travaux en amont, soit effectivement avoir un bon bilan dès le départ. Et donc, ça donne de la valeur à votre bien aussi, et donc à votre patrimoine. Bien entendu, et puis c'est l'avenir, et on ne peut pas y échapper. Il y a un moment, il faut jouer avec son temps. Donc c'est comme ça, et puis c'est pour préserver notre planète. Enfin bon, tout ça est justifié et parfaitement légitime. Donc on est vraiment sur ces créneaux-là. De toute manière, encore une fois, les notaires, moi je suis un des représentants de ceux-ci, mais allez les voir, ils connaissent parfaitement le marché local, ils sauront vous conseiller en fonction des villes où vous voulez aller, les écoles dont vos enfants pourront profiter, et on est là pour ça en fait, entre autres. Eh bien, merci beaucoup. Merci applaudissements pour ces bons conseils. Ludovic Froment. Merci de vos précieux conseils, restez avec nous. Et voilà, c'est terminé pour cette escapade ici au Krebs de Châtenay-Malabry. On espère qu'on aura un meilleur temps le mois prochain. Oui. C'est pas sûr. Un grand merci à vous, Alexandra Dublanche. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France et présidente de Choose Paris Région, très important, avec d'excellents résultats, contrairement à ce que certains peuvent dire. Bravo, ne changez rien. La machine est vraiment lancée. On sera le mois prochain à Grenoble. Grenoble, le 21 juin prochain. Voilà, le 21 juin prochain. Et bien évidemment, cette émission est à récupérer sur toutes les plateformes qui vont bien. Vous êtes fidèles aux Clés de la Ville depuis maintenant plus de 4 ans. Sachez, et on peut l'annoncer d'ailleurs en préambule,
que nous reviendrons l'année prochaine. Voilà, nous avons re-signé une prochaine saison. Donc les saltimbanques du Tour de France de l'immobilier vont reprendre la route. Merci à toutes et à tous. Et d'ici là, prenez soin de vous. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.